BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. 300 pages, 700 grammes, ça pèse lourd. Nouveau magazine de mode, ou en tous les cas, c'est le lancement de Harper's Bazaar en France. Harper's Bazaar, vous connaissez certainement, c'est le plus vieux journal de mode, magazine de mode. Il a été créé en 1867. Claire Léos, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes la présidente de Prisma Presse, c'est tout le pôle presse justement de Vivendi, Capital, Gala, Management, Géo et bien d'autres encore. On va en parler évidemment. Puis vous êtes membre du directoire de Vivendi. Donc c'est un moment important pour vous. Et puis vous êtes romancière, tiens, on en parlera à la fin. Romancière, vous allez publier demain votre 4e roman qui s'appelle Les Nouvelles de nulle part, les oiseaux surgissent. Vous nous direz comment vous trouvez le temps de tout faire. Claire Léos, c'est un lancement important. Ça veut dire que vous croyez dans la presse magazine et dans la mode. Ah oui, absolument. Alors Harper's Bazaar, c'est une vieille dame, puisqu'elle est née en 1867 aux États-Unis. Il y a 28 éditions dans le monde, et bizarrement, il n'y avait pas d'édition en France, alors même que la France est la capitale de la mode. Et du moins, on l'espère, puisque la Fashion Week qui va débuter dans quelques jours. Et d'autant plus que la première rédactrice en chef du magazine américain en 1867 était une femme francophone, francophile, qui traduisait George Sand, qui adorait la France. Mais bizarrement, il n'y a jamais eu d'édition française, donc on a voulu... le groupe Marie-Claire avait essayé une dizaine d'années de lancer, et puis finalement, je crois que le résultat ne plaisait pas aux Américains. C'est ça, il y a eu des tentatives, notamment une tentative il y a 10 ans, mais qui n'est pas allée au bout. Donc on est content de cette fois-ci d'être allé au bout et d'avoir lancé le magazine aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans en fait? Bon, il y a de la mode. J'ai envie de dire, vous n'allez pas aimer ce que je veux dire, mais essentiellement de la pub. Et il y a des magnifiques photos, mais c'est vrai que comme les campagnes de publicité ont été faites pour certaines, pour le lancement de Harper's Bazaar, on a l'impression que c'est un journal où il n'y a que des photos, des super photos. Alors, donc il y a 300 pages, comme vous l'avez dit, donc 97 pages de publicité. Une sur 3, oui. Donc effectivement, il y a eu un engouement des annonceurs qui pourtant n'ont rien vu, donc nous ont fait confiance juste sur la marque et l'équipe. Après, il y a quand même 200 pages de textes et de photos, dont beaucoup de mode, mais il y a aussi de la culture. Il y a une grande interview de BHL, un grand entretien avec Golshifteh Farahani. Il y a Florian Zeller, il y a une nouvelle d'Emma Becker, la romancière. Il y a un papier de Catherine Millet, un papier de Nelly Caprian. Donc il y a beaucoup de mode, mais aussi de la culture, de la beauté. Enfin, c'est un tourbillon de mode, de beauté. Quelle est votre marge de manœuvre? Oui, ce que je veux dire par rapport aux Américains, justement, qui, évidemment, j'imagine, ont regardé ce que vous avez fait. Oui. Quelle est votre marge de manœuvre? Alors, l'exigence qu'on a eue, qui était vraiment non négociable pour nous vis-à-vis des Américains, c'était qu'on voulait créer 100% du contenu. C'est-à-dire qu'on n'a repris aucun contenu du Harper's Bazaar américain ou d'un autre Harper's Bazaar dans le monde. On a créé 100% de nos contenus, que ce soit la mode, la culture, la beauté. C'était très important pour avoir cet esprit français, avoir un bazar avec l'esprit français, le style français. Donc 100% de ce qui est dans le magazine a été créé par notre équipe. Et vous êtes le lancement, ça coûte combien le lancement d'un tel magazine? Alors on a prévu d'être rentable en année 2 ou 3, donc on se donne du temps vraiment pour être rentable, parce que c'est un magazine évidemment qui coûte cher à produire, puisque certes les annonceurs nous ont fait confiance sans rien voir, donc on se devait en contrepartie d'être à la hauteur de ce qu'ils attendaient. Donc on a pris les meilleurs photographes, Mario Sorrenti qui est le photographe qui a découvert Kate Moss, qui a fait ces 4 couvertures que vous voyez là. Oui, il y a 4 couvertures différentes. Oui, pourquoi? Absolument. En fait, on voulait célébrer les femmes dans toutes leurs facettes, et on a pris les 4 mannequins qui sont les top modèles du moment, qui sont vraiment les filles du moment. Donc celle que vous voyez là, Alato, une soudanaise dont on dit que c'est la nouvelle Naomi Campbell. Il y a une franco-algérienne, une autre française et une hollandaise. Donc on voulait représenter la femme bazar dans toute sa diversité. Voilà. Et on sait que les femmes, c'est important pour vous, parce que vous avez toujours fait attention, on reviendra sur votre parcours, très brillant parcours, mais on reviendra quand même sur le fait que pour vous, les femmes, vous faites toujours très attention, qu'il y a un équilibre, il y a une parité homme-femme, et sur les salaires. Cela dit, c'est un red chef, c'est celui de Gala, qui est le rédacteur en chef de Harper's Bazaar. J'ai pas vu de rédaction, il n'y a pas de rédaction? Alors, il y a une vingtaine de personnes qu'on a recrutées spécifiquement. Oui, mais qui contribuent uniquement à Harper's Bazaar? Ah oui, complètement. Oui. En fait, on est allé chercher vraiment des spécialistes de la mode, de la beauté, de cet univers. Donc, on a recruté au mois de novembre
une vingtaine de personnes. Aujourd'hui, ils sont 25, uniquement dédiés à Harper's Bazaar. Donc le rédacteur en chef, c'est Olivier Lalanne, qui vient de chez Condé Nast, donc qui vient de cet univers. Et le directeur de la rédaction, Mathias Gürtler, effectivement, qui est le patron de Gala. Et oui, parce qu'en fait, le Prisma, c'est le leader de la presse féminine. Oui, magazine dans son ensemble. Magazine, oui. Et vous avez Femme Actuelle, Gala. Oui, c'est ça. Voici. Télé Loisirs. En fait, un magazine sur 3 en France est vendu. Un magazine vendu en France sur 3 est un magazine Prisma. Donc on a à peu près plus de 30% du marché des magazines. Mais c'est vrai que ce Prisma Média n'était pas présent dans l'univers du luxe. Donc c'est une entrée par la grande porte dans cet univers du luxe et de la mode. Et vous en attendez quoi en termes de diffusion, de fixer quoi comme objectif? Donc rentable dans 2 ans, c'est ça que... Oui, c'est ça. Alors l'objectif en termes de diffusion, c'est 60 000 exemplaires, sachant que c'est un mensuel. Et ce qu'on voulait, en fait, c'était réveiller un peu ce marché de la presse féminine haut de gamme, dans lequel il y a Vogue, Elle, Madame Figaro, mais qui était assez figé depuis des années avec des marques très installées, très anciennes. Donc on a voulu arriver avec une nouvelle proposition qui tout de suite soit référente sur la mode et qui soit un bon équilibre entre mode, culture, beauté. Donc l'idée d'un tourbillon et d'un magazine très joyeux. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir, et du reste pour ceux qui nous regardent à la télévision, on avait de regarder la une de Vogue, où il y a Rihanna, enfin une des unes de Vogue, mais qui a fait beaucoup parler d'elle. Donc c'est une people très connue, évidemment, iconique. Avec une photo très belle, on la voit avec son enfant, avec son mari. Et vous avez pris une jeune mannequin, mais en même temps qui n'est pas connue. Tout à fait. Donc, est-ce que c'est un choix que vous assumez aujourd'hui, où on dit à chaque fois il faut qu'il y ait des people qui fassent la une? Là, vous assumez ce choix? Oui, c'est un parti pris très mode, en fait. Dans toute l'histoire de Bazaar, Bazaar a vraiment accompagné l'évolution de la mode. Quand on regarde l'histoire des couvertures, il y a eu une très belle exposition au Musée des Arts Décoratifs sur Harper's Bazaar. On voit les grandes couvertures, on voit l'époque du pop art avec des couvertures Andy Warhol, on voit l'époque de l'Art Nouveau, il y a eu des couvertures par Salvador Dali, des grands photographes comme Avedon, Richard Avedon dans les années 60. C'est vrai que c'est un magazine qui a accompagné à chaque fois les tendances de la photographie et de la mode. Donc il y a un parti pris très mode, beaucoup plus que People. Alors j'ai regardé, parce que c'est vrai qu'il y a des magnifiques photos, il n'y a pas de prix. Le prix du magazine, c'est 4,90. Non, mais ça, le prix du magazine, lui, il est très correct. Il est 4,90. C'est pas cher du tout. Absolument. Non, on voulait... Il y a tout l'aspect digital, on va en parler dans un instant. Mais on voulait vraiment que les jeunes filles qui aiment la mode, mais qui n'ont pas forcément les moyens de se payer des sacs ou des chaussures, puissent apprendre la mode dans le magazine. Par contre, oui, il faut avoir beaucoup de moyens pour se payer un sac ou un manteau. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, c'est vrai. Mais par exemple, moi, je sais que quand j'étais adolescente, je lisais Elle et ça me faisait rêver. J'avais pas forcément les moyens de m'acheter ces sacs, mais c'est une façon d'apprendre la mode. Donc on a voulu un prix vraiment accessible à tous, et y compris aux jeunes. Et si, parce que vous avez dirigé aussi Elle, Paris Match, parce que vous venez de Lagardère. Qu'est-ce que ça doit apporter de plus, le positionnement par rapport à Elle et par rapport à Vogue? Alors, comme c'est un mensuel, c'est vrai qu'on est plus sur le segment de Vogue, puisque Elle est un hebdo et Elle est un hebdo sociétal. Donc beaucoup de sujets sont les combats des femmes, les services pour les femmes. C'est l'idée d'accompagner les femmes aussi dans leur quotidien. Oui, mais il y a aussi beaucoup de photos quand même aussi, enfin, tout à fait. de photos magazines, de mode. Oui. Là, on est plus sur du rêve et sur la célébration du beau, de la beauté, de l'art. Donc, on est moins proche des sujets du quotidien des femmes. C'est un autre univers. Et s'il fallait qualifier un peu la tendance en ce moment, où on est quand même dans une période qui est pas très drôle, vraiment les questions de pouvoir d'achat, cette guerre en Ukraine qui nous concerne tous, évidemment, les retombées que ça a en plus sur nos vies. Comment est-ce que vous qualifieriez la période d'aujourd'hui? Alors c'est contradictoire, parce que c'est vrai que d'un côté il y a l'inflation, toutes les difficultés qu'on connaît, et en même temps on a vu les résultats des entreprises du luxe qui n'ont jamais été aussi florissants. Donc il y a un appétit pour le luxe, que ce soit chez les jeunes, les moins jeunes, et c'est cet engouement qu'on voit notamment dans le magazine. Donc je dirais que c'est un moment contradictoire. Oui. Que c'est ça que vous essayez de montrer, peut-être. Ou du moins, c'est la possibilité de rêver, parce que c'est vrai que le prix est très bas. 4,90, c'est pas très cher pour un magazine. Exactement. Oui, surtout un magazine de 300 pages. C'était vraiment une volonté d'être le plus large possible, et en même temps d'amener du rêve, de la joie, de l'enthousiasme, et d'avoir
tout de suite une qualité vraiment irréprochable avec les meilleurs photographes, les meilleurs mannequins du moment. Il y a aussi le lancement papier. Oui. Donc, à un moment où le coût du papier est très, très, très élevé. Oui. Comment faites-vous pour trouver un équilibre, enfin, pour espérer trouver un équilibre dans 2 ans? Oui, c'est vrai que le papier qui était pour nous une commodité, en fait, est devenu un produit cher et rare. Et donc les coûts du papier se sont envolés. Ça a été multiplié par, je crois, c'est plus 75% en un an le prix du papier, donc c'est énorme. Là, ça a l'air de se tasser. Et on anticipe. Oui, c'est une problématique que vous avez sur l'ensemble de vos magazines, évidemment. Absolument, oui. Qui a pesé sur les résultats de tous les groupes de presse, magazines ou autres d'ailleurs. Et donc là, on attend plutôt une stabilisation, voire une baisse. Mais c'est vrai que ça pèse sur nos magazines et en même temps, on ne peut pas arrêter de lancer parce que le magazine, c'est un marché d'offres. Donc si vous proposez rien au lecteur, le marché s'atrophie et c'est le marché du print qui est plutôt en baisse. Donc on est obligé de l'animer tout le temps et surtout quand on est leader de la presse magazine, c'est à nous d'arriver avec des offres. Et donc c'est vrai qu'il y a cette contrainte du prix du papier, mais on vit avec et on attend que ça baisse. Et derrière, en fait, est-ce que vous avez une marque phare et qui est portée par le magazine, oui, mais que derrière, il y a tout l'aspect digital qui est très important pour vous? Complètement. On a lancé en même temps le site internet, les réseaux sociaux, l'appli TikTok évidemment, Instagram, qui vont nous TikTok, porter. TikTok, vous savez que ça n'a plus tellement bonne presse, c'est le cas de le dire. Oui, bah oui, j'ai écouté votre JT juste avant, mais c'est vrai que c'est indispensable aujourd'hui sur la mode d'être présent sur les réseaux et Prisma Media, on a un savoir-faire sur ces réseaux, donc ça va nous porter énormément pour diffuser Et vous attendez, justement si on essaie de voir votre chiffre d'affaires de Harper's, mais c'est le cas aussi pour Gala, pour les autres magazines, oui, le digital, il représente combien? Par exemple, sur Harper's, vous espérez que le digital pèse pour combien? Alors, 40-50, c'est aussi élevé? Ça pèsera entre 30 et 40%, je pense, à terme. Au début, ça sera faible parce que le site, il faut qu'il s'installe, qu'il trouve son public, et il faut qu'il trouve une certaine puissance, et ça met du temps sur le digital. Mais oui, à terme, ça sera entre 30 et 40%. Et qu'est-ce que vous pensez du rôle, ou quel rôle comptez-vous donner aux influenceurs, aux influenceuses? On a vu tous les excès, on a vu la tentative un peu de mettre de l'ordre de Bruno Le Maire. Comment est-ce que vous gérez justement ces influenceurs et ces influenceuses? Quelle place vous leur donnez? Nous, on travaille, par exemple, on a une appli Gala sur TikTok qui a plus de 5 millions d'abonnés, qui est un des leaders mondiaux sur TikTok. Et on a un journaliste, en fait, qui fait les tapis rouges, qui fait des interviews de stars partout. Donc, nos influenceurs, en fait, ce sont nos journalistes qui sont présents partout. Et je pense que notre valeur ajoutée, c'est quand même d'avoir... on a 400 journalistes chez Prisma Media. Nos influenceurs à nous, ce sont ces journalistes voilà, qui font leur métier. D'accord, donc c'est interne. Exactement. Combien de pages de pub? 1 sur 3 oui, c'est sur ça, les 300 pages, ouais, donc c'est quand même beaucoup. Mais qui font partie du concept éditorial, c'est-à-dire qu'on feuillette... La pub est intégrée. On feuillette la publicité comme on feuillette une série mode, parce que notamment les marques de mode nous ont donné des créations publicitaires. Par exemple, Dior Couture nous a donné 3 doubles avec des visuels qu'on n'a pas vus ailleurs. Donc ils ont joué le jeu aussi de nous donner leurs meilleurs visuels pour que... Mais c'est ce que vous leur demandez aussi. Vous voyez, c'est la feuille de route que vous donnez à vos annonceurs. C'est d'avoir une exclusivité sur leur campagne. En tout cas, de nous accompagner avec ce qu'ils ont de plus beau et de plus exclusif, oui, absolument. La pub est au rendez-vous, donc visiblement, parce que oui, c'est vrai que c'est le lancement, il y a la Fashion Week, donc oui, le contexte est assez positif. Oui. Mais est-ce que vous diriez, même sur l'ensemble des magazines que vous dirigez, que la pub est revenue? Alors oui, il y a eu une euphorie en sortie de confinement, comme tout le monde, donc une année 2021 très très bonne, avec des audiences records, des investissements records. 2022, il y a eu une petite correction, c'est-à-dire qu'il y a eu un retour à la normale, à la vie normale après la sortie de confinement. Et là, on voit à nouveau des croissances sur le digital, sur le luxe évidemment, mais c'est vraiment lié au marché du luxe qui continue à progresser. Donc oui, je dirais qu'à nouveau, on connaît une croissance de la publicité, notamment digitale. Le groupe Prisma est rentable ou pas? Ah oui, très rentable. Très rentable. Oui. Donc, ça veut dire que la presse magazine, elle n'est pas morte? Non, elle se transforme. Mais comment? Alors, sur la presse écrite... gérer le déclin
Oui, alors c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est vrai que c'est un marché plutôt baissier sur les grandes marques traditionnelles, mais ça, on peut le piloter parce que finalement, on nous annonçait une catastrophe avec une disparition du papier. Et c'est pas du tout ce qu'on observe. On observe un déclin assez lent sur les marques traditionnelles. Par exemple, la presse télé. Moi, ça fait 20 ans qu'on me dit que la presse télé va mourir et il y a encore 10 millions d'actes d'achat chaque semaine dans les kiosques. Donc, il y a un lent déclin des marques traditionnelles et par ailleurs, on anime le marché avec des lancements en créant des offres parce que c'est un marché d'offres. Donc ça, c'est pour le print. Et par ailleurs, on digitalise évidemment ces audiences en allant chercher hier les sites internet, aujourd'hui les réseaux sociaux. Et donc, on accompagne les usages de nos lecteurs. Mais par exemple, là, vous avez relancé Capital, vous avez aussi Management, Géo. Mais relancé Capital, on dit que vous voulez en faire un hebdomadaire, pardon. C'est ambitieux parce que lorsqu'on voit les autres concurrents qui sont déjà installés, type Challenge, c'est difficilement rentable malgré tout. Donc, vous maintenez le fait de lancer Capital en hebdo? En fait, la question n'est pas tranchée. Sur Capital, on se dit qu'on doit réenchanter cette marque, qui est une marque historique, mais voilà, qui peut-être est un peu moins forte aujourd'hui. On a lancé un paywall, donc un système d'abonnement payant. Mais c'est vrai que la périodicité mensuelle n'est pas forcément adaptée à du paywall quand on doit publier des contenus tous les jours et justifier un prix d'abonnement pour les lecteurs. Donc on réfléchit à comment alimenter avec plus de contenu, plus d'enquêtes, plus de valeur ajoutée pour le lecteur. Et ça peut passer par une périodicité hebdomadaire. Mais le coût supplémentaire est énorme, non ? Alors ça dépend parce qu'il y a aussi plus de publicité sur un hebdomadaire qu'un mensuel. Votre lecteur, il vous achète 4 fois par mois au lieu d'une fois, donc il y a tout un système. C'est vrai que c'est pas le même système, mais c'est une des options. Et vous, votre marque de fabrique, Claire Léos, c'est plutôt les hebdos en plus. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Quand on regarde, à part celui-là, à part Harper's, mais les autres, ce sont des hebdos. Oui, il y a une question de rapidité, c'est vrai, de news, d'aller vite, et c'est pour ça que Capital, dans un monde qui va très vite, où les informations sortent en permanence, où il y a un buzz permanent, le mensuel est peut-être moins adapté, mais on n'a pas tranché encore le point. Alors, à propos de buzz, c'est votre actionnaire Vincent Bolloré qui fait beaucoup de buzz, notamment sur son ingérence, disent certains, dans les rédactions, et notamment dans celle de Paris Match. Vous avez donc dirigé pendant 5 ans, en tant qu'éditrice, Paris Match, le JDD, tous les journaux, enfin une partie des journaux Lagardère. Je pense que vous devez connaître très bien cette reporter, Émilie Blacher, qui vient de claquer la porte après 16 ans chez Paris Match et qui demande d'obtenir la clause de conscience. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, Vivendi ne contrôle pas Lagardère, puisqu'on attend la décision l'avis on peut se poser la question, mais bon, on s'attendait à cette réponse, c'est normal. On attend on échange avec la commission, et donc on attend l'avis de Bruxelles sur cette opération. Donc moi, j'ai pas de commentaire à faire sur ce qui se passe chez Lagardère. Il faudrait demander à Arnaud Lagardère, et d'ailleurs, je crois qu'il a donné une interview il y a pas longtemps sur Il reste qu'à susciter beaucoup d'interrogations en disant est-ce que finalement la presse Lagardère ne va pas rester chez Arnaud Lagardère et non pas chez vous. Bon, on imagine que ça peut être un peu compliqué. Non, mais sur le fait de demander d'invoquer une clause de conscience, je crois que c'est la première fois que ça arrive comme ça. C'est compréhensible ? Alors, je ne connais pas vraiment cette affaire, puisque donc, moi, encore une fois, je ne m'occupe pas du tout du groupe Lagardère. Donc, c'est difficile pour moi d'en parler, parce que j'ai vu effectivement ce que dit Émilie Blacher. Elle. Oui. Elle a passé 16 ans chez Paris Match, donc vous avez quitté en 2000. J'ai vu son ressenti, j'ai pas eu l'autre version. Je sais comme c'est un métier émotionnel et de gens passionnés liés à des êtres humains. Enfin, je sais ce que c'est, effectivement. Comment vous protégez vos rédactions ? Parce que vous avez un rôle d'éditrice, donc c'est de la directrice générale, quoi. Comment est-ce que vous concevez ce rôle de protection de vos rédactions ? Alors, nous, ce qui nous guide, c'est vraiment d'essayer de faire le meilleur journal pour les lecteurs, donc d'avoir la meilleure information tout le temps. Et par rapport à cette question de l'indépendance des rédactions, il y a une charte éditoriale à Capital, donc qui peut être utilisée s'il y a un sujet s'il y a une question sur un sujet. Mais moi, mon rôle, chaque semaine, c'est le rôle que je donne à tous les journalistes, c'est vraiment d'aller chercher la meilleure information, la meilleure histoire de la semaine. Mais vous voyez bien que c'est pas le tam-tam qu'on entend autour des journaux qui appartiennent à Vincent Bolloré ou à Vivendi. Vous entendez comme moi ce tam-tam. Vous connaissez, là, vous êtes dans la presse depuis des années,
Alors il y a beaucoup de fantasmes sur le groupe. C'est vrai que c'est très différent de le vivre à l'intérieur et de lire tout ce qui paraît sur le groupe. Ce que je peux dire à l'intérieur, c'est qu'on fait donc plus de 20 journaux par semaine. Moi, je l'ai fait donc avec les journalistes en toute indépendance. Il n'y a pas d'ingérence de l'actionnaire. La seule chose que je peux dire, c'est que l'actionnaire Vivendi nous donne les moyens de nous développer, nous a donné les moyens de lancer Harper's Bazaar. Avant, on a racheté une autre licence qui était Dr Good, le magazine de Michel Simès. On a lancé TéléZ. Donc il faut vivre, on a compris. Voilà, ce qui est important, c'est de faire vivre l'offre en tous les cas. Oui, voilà. On nous donne le groupe Vivendi nous donne les moyens de nous développer. Donc ce sujet, pour moi, relève du fantasme. D'accord, on a enregistré Claire Léost. Vous avez des responsabilités très importantes, mais vous trouvez quand même le temps d'écrire des romans. Vous publiez votre 4e roman, c'est donc publié demain. C'est le passage, après vous avez écrit Le Passage de l'été, Le rêve brisé des Walking Girls. Vous étiez du rêve venu nous en parler. Et là, vous publiez De nulle part, les oiseaux surgissent. D'abord, où est-ce que vous trouvez le temps d'être patronne et de faire tous ces journaux, et puis d'écrire, et puis c'est quoi le thème de ce nouveau roman? Qui vous a inspiré? Qu'est-ce qui vous a inspiré? Alors sur le temps, c'est une question qu'on me pose souvent, et je crois que c'est pas vraiment une question de temps. En fait, quand on a une passion, on la mène à bien. Je pense aux marathoniens, par exemple, qui se préparent et qui font ça en plus. Je pense que c'est surtout une question de disponibilité mentale. Donc il y a des moments où on est plus ou moins disponible, et en fait, l'histoire, elle se construit un peu malgré nous. Elle se construit quand on marche, quand on prend le métro, quand on dort, et on est traversé par les personnages, par l'histoire. Donc finalement, la phase d'écriture, elle est très intense, mais elle est courte par rapport à ce que représente l'écriture d'un roman. Et vous n'avez pas souhaité garder Editis? Enfin, c'était difficile. Ou alors chez Hachette, ça vous tenterait de diriger des maisons d'édition plus que des journaux? C'est vrai que moi, je suis un bébé de la presse. Hein. J'ai grandi dedans, donc c'est ce qui m'amuse. Vous êtes tombée dedans, comme on dit? Voilà, je suis tombée dedans toute petite. Donc ce qui m'amuse, c'est de faire des journaux, des magazines. Alors après, j'écris, donc évidemment, c'est un univers que j'adore aussi. Mais et en amont, c'est quoi l'histoire de ce roman? Alors, donc c'est parti d'une histoire qui m'est arrivée en fait quand j'étais éditrice justement de Paris Match. On avait publié une photo d'un corps d'une prostituée assassinée au bois de Boulogne. Et j'avais été interpellée par la famille de la victime qui m'avait dit mais si c'était arrivé à une femme blanche, une bourgeoise de Neuilly ou du 16e arrondissement, jamais vous n'auriez publié la photo de son corps dans le journal. Et j'avais commencé à réfléchir, en fait, à me dire, oui, peut-être que, en fait, ils ont raison, et peut-être que parce que c'est un univers que je connais pas, j'ai moins fait attention à la dignité de cette personne et à l'image qu'on montrait. Donc j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet, de pourquoi cette personne était morte au bois de Boulogne, qu'est-ce qui s'était passé. Et j'ai découvert une histoire incroyable que je raconte dans mon livre. Voilà, et c'est à lire, c'est dire, si vous avez une actualité chargée, c'est à lire vendredi, jour de publication de votre roman, et puis aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui en kiosque, donc Harper's Bazaar, la version française, magnifique magazine, voilà, on a compris qu'il fallait faire vivre la presse écrite, vous avez bien raison. Merci beaucoup Claire Léost. La patronne de Prisma des journaux de Vivendi était notre invitée, et membre du directoire aussi Vivendi, merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette grande interview, tout de suite Tech & Co avec François Sorel et Frédéric Simotel, bonne soirée, excellente soirée bien sûr. Le replay, le podcast, le petit QR code s'affiche sur le site de BFM Business. Bonne soirée. Good Evening Business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.